rivage apparut à l'horizon. Enfin, la terre de France. Au diable les tempêtes, la panique et les nausées, la Méditerranée nous déroulait le tapis. Bientôt, nous allions nous camper sur nos jarrets sans qu'une secousse nous désarçonne. Nous avions hâte de baiser le sol, de nous asseoir au pied d'un arbre pour casser la croûte, de respirer à plein poumon la senteur des champs. Déjà, le piaillement des oiseaux nous vengeait du tumulte des vagues. Une nuée de mouettes voltigeait au-dessus de nos têtes en battant des ailes en signe de bienvenue. L'adjudant Gildas reçut une fiente sur la figure. Il en rit de bon cœur, et nous rîmes avec lui en lançant en l'air nos chèches, les yeux rivés aux montagnes qui s'encordaient au loin, aussi apaisantes qu'une délivrance. Une compagnie de la garnison de Mascara nous attendait sur le port. Elle avait débarqué la veille, avec armes et bagages. Le capitaine Morales, notre chef d'unité, procéda à l'appel. Nous apprîmes qu'un homme était porté disparu, probablement tombé à la mer pendant la tempête, et qu'un sous-off s'était brisé la nuque en chutant dans les coursives. Il y avait des blessés sur des civières, parmi lesquels figurait le caporal Borsali qui s'était cassé une jambe. Après la revue de pactage, nous quittâmes le port. La compagnie de Mascara ouvrait la marche. Nous rejoignîmes un village. Les gens sortaient de leur maison et formaient une haie pour nous regarder passer. Des applaudissements s'élevaient çà et là. Zorg reçut une fleur d'une enfant. Il l'accrocha à sa cédria avec fierté. Un vieil homme ôta son chapeau en signe de respect. « Merci, merci !» nous lançait une vieille dame de son balcon. « Que Dieu vous bénisse !» Quelque chose m'émut au plus profond de mon être. Je me surpris à bomber le torse, le dos droit et le pas tranchant. Dans ma tête retentit le discours du lieutenant-colonel Drio, commandant la garnison de Mostaganem, qu'un sous-officier arabe nous avait traduit ainsi. « Hier, vous étiez des sujets. Aujourd'hui, vous êtes plus que des citoyens, vous êtes des soldats. Ayez foi dans la noblesse de votre sacrifice et dans le devoir sacré de défendre jusqu'à la dernière goutte de votre sang les valeurs que notre mère patrie incarne. Et vous incarnerez, à votre tour, la gloire de la nation. » Je me sentis aussitôt investi d'une mission plus grande que mes peurs, plus grande que les tempêtes, capable de pomper l'air du temps d'une seule bouffée. Je sus alors que je porterais la bannière des miens plus haut que les prières de ma mère. Nous avions marché toute la journée. Nos bardas battaient la mesure de notre foulée. Quelqu'un, devant, avait entonné un chant. Personne ne l'avait suivi. Nous étions épuisés. Notre harnachement nous écorchait les épaules. Il faisait froid. Autour de nous, la campagne s'emmaillotait de brouillard, muette comme un cimetière. Des paysans sortaient de leurs cahutes et venaient s'aligner le long de la route pour nous encourager. Cela nous aidait à redresser l'échine. Puis, de nouveau, la campagne embrumée, les bosquets sans écho, les sentiers qui s'entortillaient, les collines mornes, les bourgades tapies dans leur grisaille, et notre quincaillerie qui ferraillait dans le silence pour couvrir nos halètements. Nous atteignîmes une gare vers la tombée de la nuit. Le train était en panne. Les mécaniciens essaimaient autour de la locomotive, les mains maculées de cambouis. Le capitaine leur criait dessus pour qu'ils réparent la machine au plus vite. Nos deux compagnies s'installèrent dans le hall. Nous sortîmes nos rations de combat et mordîmes dedans avec voracité, puis nous dormîmes par terre, gelés jusqu'aux os. Vers 4 heures du matin, des coups de sifflet nous arrachèrent à nos rêves. La locomotive crachotait sa fumée. « Tout le monde en voiture et que ça saute !» criaient les sous-offs. « On part !» Nous montâmes dans le train pour suivre notre sommeil. Le tortillard s'arrêta en rase campagne. La locomotive avait encore lâché. Quelques rayons du soleil parvinrent à se frayer une brèche dans la cuirasse des nuages avant de se rétracter. On nous autorisa à descendre nous dégourdir les jambes. Nous en profitâmes pour nous soulager derrière les buissons.
Sid et moi nous écroulâmes au pied d'un arbre. En face de nous se dressait une splendide forêt aux arbres élancés. Tu penses qu'il y a des fauves là-dedans? Les fauves nous attendent sur le front, me répondit Sid. J'ai vu une gazelle tout à l'heure. Elle s'est approchée de l'orée, nous a observé un moment, puis elle a disparu derrière le fourré. C'était une biche, frérot. Il n'y a pas de gazelle par ici. Elle avait de drôles de cornes, des sortes de branches sur le crâne. C'était sûrement un cerf. Il était magnifique. Il s'est tenu là-haut sur le mamelon, fier et droit. Ensuite, il s'est retourné et il s'est enfoncé dans les bois avec la grâce d'un seigneur. Lui, au moins, s'il a de la classe, ça fait partie de sa nature. C'est pas le cas de Zorg. Oh, décidément, ce type t'obsède. T'as vu comment il nous a snobé quand la petite fille lui a offert la fleur? Il l'a accrochée à son gilet comme une médaille. Et tu sais quoi? Il la porte encore sur lui. Si ça peut lui faire plaisir, en quoi ça te dérange? Que ça lui fasse plaisir ne me dérange pas. Mais qu'il vienne se pavaner devant moi, ça, je ne le supporte pas. Cet énergumène a un écrou foré. Il m'en veut à mort. Ça te servira de leçon. Il y a des personnes qui sont extrêmement susceptibles. Tu devrais faire attention à tes propos. Susceptible? Plutôt plein de haine. Tout est prétexte chez lui pour mordre. J'ai connu des rancuniers, mais lui, il dépasse les bornes. C'est un cinglé, ma parole. Des fois, il me fait peur. Il est capable de me poignarder dans le dos. Pas jusque-là. On est tous un peu comme lui dans l'arrière-pays. C'est parce qu'on a tout perdu que l'on tient à notre amour-propre. Mais on connaît nos limites. En tous les cas, je me méfie de Skydar. Et je le blaire pas. Si on était dans le civil, je lui couperais les claouis. Il m'alluma une cigarette. Je viens de la ville, et alors? C'est quoi son problème? Je suis un gars de mon temps. Je sais ce qu'est la brillantine, ce qu'est une enseigne au néon, ce qu'est un kiosque à musique et ce qu'est un tramway. J'ai roulé ma bosse et baisé comme un lapin, alors qu'il ne sait même pas de quoi le con d'une femme est fait. L'ennemi nous attend sur le front, Sid. Ce n'est pas ce que tu viens de me dire. Tu fais une fixation sur ce gars et ce n'est pas bien. Il m'a traité d'oiseau de malheur au camp de transit. Ça remonte à des mois, voyons. Est-ce que j'ai menti? On est où, là? Est-ce qu'on est rentré chez nous? Et puis, il la connaît d'où, mon épouse, pour la traiter d'ogresse. Il n'y a pas plus jolie qu'elle sur Terre. Il extire pas une photo dessous son gilet. C'est une ogresse, ça? Regarde-moi ce sourire, et cette élégance naturelle, et ces yeux de velours. On dirait une sultane. Je n'osais pas regarder la photo. Par correction. Chez nous, cela ne se fait pas. Zorg m'a manqué de respect. C'est pas parce que je viens de la ville que j'ai pas de dignité. Tous les Algériens ont le nif plus grand que la figure. Le coup de sifflet retentit. Sid regagna sa section, et moi la mienne. Nous arrivâmes à destination le lendemain à l'aube. La gare grouillait de soldats qui revenaient des champs de bataille, hirsutes, la barbe mauvaise, le visage sévèrement marqué par les horreurs auxquelles ils venaient d'échapper. Des officiers tentaient de mettre de l'ordre dans les rangs, passablement. Eux aussi étaient sur les rotules. Des débardeurs déchargeaient des caisses et les entassaient sur des chariots. Des infirmiers, reconnaissables à leurs brassards, couraient dans tous les sens, criaient après les brancardiers. En retrait, un général tirait sur sa pipe, entouré de son état-major. Nos deux compagnies durent attendre l'évacuation complète des quais avant d'être autorisées à descendre du train. On dirait une armée en déroute, observa Sid. Ça me fout les jetons, ma parole. Ils sont claqués, c'est tout, rétorqua l'adjudant-chef Ben Amara. La guerre, c'est pas une partie de Fantasia. Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux maintenant? La bataille s'est déplacée dans les environs et ils la suivent. Ils parlent en arabe?
Ce sont des nôtres? Ouais, mon gars. Vous avez devant vous le fameux 3e régiment de tirailleurs algériens. Il est mieux décoré qu'un arbre de Noël. Dans pas longtemps, il va reprendre du poil de la bête, et les Boches n'auront qu'à bien se tenir. Ce ramassis de bras cassés n'est pas un RTA, grogna l'adjudant Gildas. Ce sont les résidus de la 3e armée qui s'est fait botter le fion à plat de couture dans le nord, et qui bat en retraite par-ci pour lécher ses blessures. Comment oses-tu traiter de résidus les guerriers de la plus grande puissance militaire du monde? S'indigna l'adjudant-chef. Parce qu'un vrai soldat préfère se tirer une balle dans la tempe plutôt que battre en retraite. C'est ce que je ferais si j'étais contraint de céder à l'ennemi un seul pouce de mon territoire. Et moi, je te certifie que c'est bien le 3e RTA. Il amorce un faux repli pour faire diversion et prendre les Boches à revers. Tu parles d'une diversion, ironisa l'adjudant Gildas. Ils sont tellement amochés que si on les reverserait à l'armée du salut, elle n'en voudrait pas. Sid me saisit par le coude et m'éloigna des 2 sous-officiers. Ses pommettes tressautaient de tic. Tu as maintenant une idée de ce qui nous attend, Hamza. Promets-moi de ne pas me laisser tomber en cas de grabuge, parce que moi, je serai toujours là pour toi. Je me tournai vers la marée humaine qui se déversait hors de la gare. Elle me rappela les débris hétéroclites que la crue charrie. C'était pathétique. Ma gorge se contracta. Je ne pus rien promettre à Sid. Je n'avais plus de voix.